Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur D8, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit, votre rendez-vous littéraire nocturne quotidien préféré sur D8. On est ensemble pour quelques heures de lecture et je vous propose de retourner dans les aventures rocambolesques de Jean Soulet, dit Le Nabab, une œuvre d'Alphonse Daudet qui décrit les mœurs de la vie parisienne sous le Second Empire à travers différentes intrigues politiques, mais également qui met en scène trois personnages principaux, à savoir le docteur Jenkins, le duc de Morat, un haut dignitaire du Second Empire, et un homme qui s'appelle Bernard Jean Soulet, mais qui est surnommé le Nabab, un aventurier en fait qui s'est construit une fortune colossale en Tunisie et en Afrique du Nord, mais il s'agit d'un personnage assez trouble, assez énigmatique, qui fait graviter autour de lui beaucoup d'autres personnages. Beaucoup se posent la question, s'interpellent à savoir qui est donc vraiment le Nabab, d'où vient tout cet argent, qui est-il réellement? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite, puisqu'on repart dans la lecture de cette œuvre d'Alphonse Daudet. Restez avec nous. Très belle nuit sur D8. Aussi, croyez-moi, mon cher enfant, ne me quittez jamais. On eût dit qu'il répondait à la pensée secrète de son jeune compagnon resté fidèlement à mon bord. La mâture est solide, j'ai eu du charbon plein mes soutes. Je vous jure que nous irons loin, et vite, non d'un sort. Le naïf méridional répandait ainsi ses projets dans la nuit avec force, gestes expressifs, et de temps à autre, en arpentant la grande place, la place agrandie et déserte. Majestueusement entouré de ses palais muets et clos, il levait la tête vers l'homme de bronze de la colonne, comme s'il prenait à témoin ce grand parvenu dont la présence, au milieu de Paris, autorise toutes les ambitions, rend toutes les chimères vraisemblables. Il y a chez la jeunesse une chaleur de cœur, un besoin d'enthousiasme que réveille le moindre effleurement. À mesure que le Nabab parlait, de Guéry sentait fuir ses soupçons et toute sa sympathie renaître avec une nuance de piété. Non, bien certainement, cet homme-là n'était pas un petit coquin, mais un pauvre être illusionné à qui la fortune montait à la tête, comme un vin trop capiteux pour un estomac longtemps abreuvé d'eau. Seul au milieu de Paris, entouré d'ennemis, d'exploiteurs, Jean Soulet lui faisait l'effet d'un piéton chargé d'or traversant un bois mal hanté dans l'ombre et sans armes. Il pensait qu'il serait bien au protégé de veiller, sans en avoir l'air, sur le protecteur, de devenir le télémaque clairvoyant de ce mentor aveugle, de lui montrer les fondrières, de le défendre contre les détrousseurs, de l'aider enfin à se débattre dans tout ce fourmillement d'embuscades nocturnes qu'il sentait rôder férocement autour du Nabab et de ses millions. Chapitre 5. La famille joyeuse. Tous les matins de l'année, à 8 heures très précises, une maison neuve et presque inhabitée d'un quartier perdu de Paris s'emplissait de cris, d'appels, de jolis rires sonnant clair dans le désert de l'escalier. « Père, n'oublie pas ma musique, s'il te plaît. Père, ma laine à broder. Père, rapporte-nous des petits pains. » Et la voix du père qui s'appelait d'en bas. « Yaya, descends-moi donc ma serviette. » Ah non, bon, il a oublié sa serviette. Et c'était un empressement joyeux du haut en bas de la maison, une course de tous ces minois brouillés de sommeil appelant le père, de toutes ces chevelures ébouriffées que l'on rajustait en chemin. Jusqu'au moment où, penchées sur la rampe, une demi-douzaine de jeunes filles adressaient leurs adieux sonores à un petit vieux monsieur, net, bien brossé, dont la face rougeaude, la silhouette étriquée, disparaissait enfin dans la perspective tournante des marches. Monsieur Joyeuse était parti pour son bureau. Alors, toute cette échappée de volière remontait vite au 4e, et la porte tirée se groupait à une croisée ouverte pour regarder le père encore une fois. Le petit homme se retournait, des baisers s'échangeaient de loin, et puis les fenêtres se fermaient. La maison neuve et déserte
redevenaient tranquilles, à part les écriteaux dansant, leur folle sarabande au vent de la rue inachevée, comme mis en gaieté eux aussi par toutes ces évolutions. Un moment après, le photographe du 5e descendait suspendre à la porte sa vitrine d'exposition, toujours la même, où l'on voyait le vieux monsieur en cravate blanche, entouré de ses filles en groupes variés. Il remontait à son tour et le calme succédant tout à coup à ce petit tapage matinal laissait à supposer que le père de ces demoiselles était rentré dans le cadre de photographie où il se tenait souriant et immobile jusqu'au soir. De la rue Saint-Ferdinand, chez Ermelingue et fils, ses patrons, Monsieur Joyeuse, avaient bien 3 quarts d'heure de route. Il marchait, la tête droite et raide, comme s'il avait craint de déranger le beau nœud de sa cravate attachée par ses filles, son chapeau posé par elles, et lorsque l'aînée, toujours inquiète et prudente, lui relevait au moment de sortir le collet de sa redingote pour éviter le maudit coup de vent du coin de la rue. Même avec une température de serre chaude, Monsieur Joyeuse ne le rabattait plus qu'au bureau. Pareil à l'amoureux qui sort des mains de sa maîtresse et n'ose plus bouger de peur de perdre l'enivrant parfum. Veuf depuis quelques années, ce brave homme n'existait que pour ses enfants, ne songeait qu'à elle, s'en allait dans la vie entouré de ses petites têtes blondes qui voletaient autour de lui, confusément comme un tableau d'Assomption. Tous ses désirs, tous ses projets se rapportaient à ces demoiselles. Il revenait sans cesse, parfois, après de grands circuits, car Monsieur Joyeuse, cela tenait sans doute à son cou très court et à sa petite taille, où son sang bouillant ne faisait qu'un tour, était un homme de féconde, d'étonnante imagination. Les idées évoluaient chez lui avec la rapidité des pailles vides autour d'un crible. Au bureau, les chiffres le fixaient encore par leur maniement positif. Mais dehors, son esprit prenait la revanche de ce métier inexorable. L'activité de la marche, l'habitude d'une route dont il connaissait les moindres incidents, donnaient toute la liberté à ses facultés imaginatives. Il inventait alors des aventures extraordinaires, de quoi défrayer 20 romans feuilletons. Si par exemple, Monsieur Joyeuse, en remontant le faubourg Saint-Honoré, sur le trottoir de droite, il prenait toujours celui-là, apercevait une lourde charrette de blanchisseuse qui s'en allait au grand trot, conduite par une femme de campagne dont l'enfant se penchait un peu, juché sur un paquet de linge. L'enfant, criait le bonhomme effrayé, prenez garde à l'enfant enfin. Sa voix se perdait dans le bruit des roues et son avertissement dans le secret de la providence. La charrette passait. Il la suivait de l'œil un moment et puis se remettait en route. Mais le drame commençait dans son esprit, continuait à s'y dérouler avec 1000 péripéties. L'enfant était tombé. Les roues allaient lui passer dessus. Monsieur Joyeuse s'élançait, sauvait le petit être tout près de la mort, seulement le timon l'atteignait lui-même en pleine poitrine et il tombait baigné dans son sang. Alors il se voyait porté chez le pharmacien, au milieu de la foule amassée, on le mettait sur une civière, on le montait chez lui, et puis tout à coup, il entendait le cri déchirant de ses filles, de ses bien-aimés, en l'apercevant dans cet état. Et ce cri désespéré l'atteignit si bien au cœur, il le percevait si distinctement, si profondément. « Papa, mon cher papa ». Il le poussait lui-même dans la rue, au grand étonnement des passants, d'une voix rauque qui le réveillait de son cauchemar inventif. Voulez-vous un autre trait de cette imagination prodigieuse ? Il pleut, il gèle. Un temps de loup, Monsieur Joyeuse a pris l'omnibus pour aller à son bureau. Comme il est assis en face d'une espèce de colosse, tête brutale, biceps formidable, Monsieur Joyeuse, tout petit, tout chétif, sa serviette sur les genoux, rentre ses jambes pour laisser la place aux énormes piles qui soutiennent le buste monumental de son voisin. Dans le train du véhicule, de l'appui sur les vitres, Monsieur Joyeuse se prend à songer. Tout à coup, le colosse de vis-à-vis, qui a une bonne figure en somme et très surpris de voir ce petit homme changer de couleur, le regardait en grinçant ses dents avec des yeux féroces, des yeux d'assassin. Oui, d'assassin véritable, car en ce moment,
Monsieur Joyeuse fait un rêve terrible. Une de ses filles est assise là, en face de lui, à côté de cette brute géante, et le misérable lui prend la taille sous son mantelet. « Retirez votre main, monsieur », a déjà dit 2 fois Monsieur Joyeuse. L'autre n'a fait que ricaner. Maintenant, il veut embrasser Élise. Ah, le bandit. Trop faible pour défendre sa fille, Monsieur Joyeuse, écumant de rage, cherche son couteau dans sa poche, frappe l'insolent en pleine poitrine et s'en va à la tête droite, fort de son droit de père outragé, faire sa déclaration au premier bureau de police. « Je viens de tuer un homme dans un omnibus. » Au son de sa propre voix, prononçant bien en effet ces paroles sinistres, mais non pas dans le bureau de police, le malheureux se réveille, devine à l'effarement des voyageurs qu'il a dû parler tout haut et profite bien vite de l'appel du conducteur. Saint-Philippe, Panthéon, Bastille, pour descendre tout confus au milieu d'une stupéfaction générale. Cette imagination toujours en haleine donnait à Monsieur Joyeuse une singulière physionomie, fiévreuse, ravagée, contrastant avec son enveloppe correcte de petits bureaux crates. Il vivait tant d'existences passionnées en un jour. La race est plus nombreuse qu'on ne croit de ces dormeurs éveillés, chez qui une destinée trop restreinte comprime des forces inemployées, des facultés héroïques. Le rêve est la soupape où tout cela s'évapore avec des bouillonnements terribles, une vapeur de fournaise et des images flottantes aussitôt dissipées. De ces visions, les uns sortent radieux, les autres affaissés, décontenancés, se retrouvant à terre de tous les jours. Monsieur Joyeuse était de cela, s'enlevant sans cesse à des hauteurs d'où l'on ne peut que redescendre. Redescendre un peu brisé par la rapidité du voyage. Or, un matin que notre imaginaire avait quitté sa maison à l'heure et dans les circonstances habituelles, il commença au détour de la rue Saint-Ferdinand. Un de ces petits romans intimes. La fin de l'année, toute proche, peut-être une baraque en planches que l'on clouait dans un chantier voisin, lui fit penser étrenne et jour de l'an. Tout de suite, le mot de gratification se planta dans son esprit comme le premier jalon d'une histoire étourdissante. Au mois de décembre, tous les employés d'Ermelingue touchaient des appointements doubles et vous savez que dans les petits ménages, on base sur ces sortes d'aubaines 1000 projets ambitieux ou aimables. Des cadeaux à faire, un meuble à remplacer, une petite somme gardée dans un tiroir pour l'imprévu. C'est que Monsieur Joyeuse n'était pas riche. Sa femme, une demoiselle de Saint-Amand, tourmentée d'idées de grandeur et de mondanité, avait mis ce petit intérieur d'employé sur un pied ruineux. Et depuis 3 ans qu'elle était morte et que bonne maman menait la maison avec tant de sagesse, on n'avait pas encore pu faire d'économie tellement le passé se trouvait lourd. Tout à coup, le brave homme se figura que cette année, la gratification allait être plus forte à cause du surcroît de travail qu'on avait eu pour l'emprunt tunisien. Cet emprunt constituait une très belle affaire pour les patrons. Trop belle même, car Monsieur Joyeuse s'était permis de dire dans les bureaux que cette fois, Ermelingue et fils avaient tondu le Turc un peu trop ras. Certainement oui, la gratification sera doublée. Pensait l'imaginaire tout en marchant. Et déjà, il se voyait à 1 mois de là, montant avec ses camarades pour la visite du jour de l'an. Le petit escalier qui conduisait chez Ermelingue. Celui-ci leur annonçait la bonne nouvelle, puis il retenait Monsieur Joyeuse en particulier. Voilà que ce patron, si froid d'habitude, enfermé dans sa graisse jaune comme dans un ballot de soie grège, devenait affectueux, paternel, communicatif. Il voulait savoir combien Joyeuse avait de filles. « J'en ai 3. Non, c'est-à-dire 4, monsieur le baron. Je confonds toujours l'aînée étant si raisonnable. Savoir aussi quel âge elles avaient. Aline a 20 ans, monsieur le baron, c'est l'aînée. Et puis nous avons Élise qui prépare son examen de 18 ans. Henriette qui en a 14. Et Zaza ou Yaya qui n'a que 12 ans. Ce petit nom de Yaya
amusé prodigieusement Monsieur le baron, qui voulait connaître encore quelles étaient les ressources de cette intéressante famille. Mes appointements, Monsieur le baron, pas autre chose. J'avais un peu d'argent de côté, mais la maladie de ma pauvre femme, les études de ces demoiselles, ce que vous gagnez ne suffit pas, mon cher joyeux, je vous porte à 1000 francs par mois. Oh, monsieur le baron, c'est bien trop. Mais quoi qu'il eût dit cette dernière phrase tout haut, dans le dos d'un sergent de ville qui regarda passer d'un œil de méfiance ce petit homme gesticulant et hochant la tête, le pauvre imaginaire ne se réveilla pas. Il s'admira, rentrant chez lui, annonçant la nouvelle à ses filles, les conduisant le soir au théâtre pour fêter cet heureux jour. Dieu, qu'elles étaient jolies sur le devant de leur loge, les demoiselles joyeuses, quel bouquet de têtes vermeilles. Et puis, le lendemain, voilà les deux aînés demandés en mariage par, impossible de savoir par qui, car Monsieur Joyeuse venait de se retrouver subitement sous la voûte de l'hôtel Hermelingue, devant la porte battante surmontée d'un caisse en lettres d'or. Je serai donc toujours le même, se dit-il en riant un peu et passant sa main sur son front où la sueur perlait. Mis en belle humeur par sa chimère, par le feu ronflant dans l'enfilade des bureaux parquetés, grillagés discrets sous le jour froid du rez-de-chaussée, où l'on pouvait compter les pièces d'or sans s'éblouir. Les yeux, Monsieur Joyeuse salua gaiement les autres employés, passa sa jaquette de travail et son bonnet de velours noir, et soudain, on siffla d'en haut. Et le caissier, appliquant son oreille au cornet, entendit la voix grasse et gélatineuse d'Hermelingue, le seul, le véritable Hermelingue, l'autre, le fils, était toujours absent. Qui demandait Monsieur Joyeuse? Comment? Est-ce que le rêve continuait? Il se sentit tout ému, prit le petit escalier intérieur qu'il montait tout à l'heure si gaillardement, et se trouva dans le cabinet du banquier. Pièce étroite, très haute de plafond, meublée seulement de rideaux verts et d'énormes fauteuils de cuir proportionnés à l'effroyable capacité du chef de la maison, il était là, assis, à son pupitre dont son ventre l'empêchait de s'approcher. Obèse, annélant et si jaune que sa face ronde au nez crochu, tête de hibou gras et malade, faisait comme une lumière au fond de ce cabinet solennel et assombri. Un gros marchand mort, moisi dans l'humidité de sa petite cour. Sous ses lourdes paupières soulevées péniblement, son regard brilla une seconde quand le comptable entra. Il lui fit signe de venir près de lui, et lentement, froidement, coupant de repos ses phrases essoufflées, au lieu de « Monsieur Joyeuse, combien avez-vous de filles ?» il dit ceci. « Joyeuse, vous vous êtes permis de critiquer dans les bureaux nos dernières opérations sur la place de Tunis. Inutile de vous défendre, vos paroles m'ont été rapportées mot pour mot, et comme je ne saurais les admettre dans la bouche d'un de mes employés, je vous avertis qu'à dater de la fin de ce mois, vous cessez de faire partie de la maison. » Un flot de sang monta à la figure du comptable, redescendit, revint encore, apportant chaque fois un sifflement confus dans ses oreilles, à son cerveau, tumulte de pensées et d'images. Ses filles, qu'allaient-elles devenir? Les places sont si rares à cette époque de l'année. La misère lui apparut, et aussi la vision d'un malheureux tombant aux genoux d'Hermelingue, le suppliant, le menaçant, lui sautant à la gorge dans un accès de rage désespérée. Toute cette agitation passa sur son visage comme un coup de vent qui rit d'un lac en y creusant toutes sortes de gouffres mobiles. Mais il resta muet, debout, à la même place, et sur l'avis du patron qu'il pouvait se retirer, descendit, en chancelant, reprendre sa tâche à la caisse. Le soir, en rentrant rue Saint-Ferdinand, Monsieur Joyeuse ne parla de rien à ses filles. Il n'osa pas. L'idée d'assombrir cette gaieté rayonnante dont la vie de la maison était faite, d'embuer de grosses larmes ses jolis yeux clairs qui lui parut insupportable. Avec cela craintif et faible de ceux qui disent toujours « attendons à demain ». Il attendit donc pour parler, d'abord que le mois de novembre fût fini, se berçant du vague espoir qu'Hermelingue changerait d'avis, comme s'il ne connaissait pas cette volonté de mollusque flasque et tenace sur son lingot d'or.
Et puis, quand ses appointements soldés, un autre comptable lui prit sa place devant le haut pupitre où il s'était tenu si longtemps debout. Il espéra trouver promptement autre chose et réparer son malheur avant d'être obligé de l'avouer. Tous les matins, il feignait de partir au bureau, se laisser équiper et conduire comme à l'ordinaire, sa vaste serviette en cuir toute prête pour les nombreuses commissions du soir. Quoiqu'il en oubliât exprès quelques-unes à cause de la prochaine fin de mois si problématique, le temps ne lui manquait plus maintenant pour les faire. Il avait sa journée à lui, toute une journée interminable qu'il passait à courir Paris à la recherche d'une place. On lui donnait des adresses, des recommandations excellentes, mais en ce terrible mois de décembre, si froid, si court de jour, chargé de dépenses et de préoccupations, les employés patientent et les patrons aussi. Chacun tâche de finir l'année dans le calme, remettant au mois de janvier à ce grand saut du temps vers une autre étape, les changements, les améliorations, les tentatives de vie nouvelle. Partout où Monsieur Joyeuse se présentait, il voyait des visages se refroidir subitement dès qu'il expliquait le but de sa visite. « Tiens, vous n'êtes plus cher Melingue et fils. Comment cela se fait-il » Il expliquait la chose de son mieux par un caprice du patron, ce féroce Hermelin que Paris connaissait, mais il sentait de la froideur, de la méfiance dans cette réponse uniforme. « Revenez nous voir après les fêtes. » Et timide comme il était déjà, il en arrivait à ne plus se présenter nulle part, à passer 20 fois devant la même porte dont il n'aurait jamais franchi le seuil sans la pensée de ses filles. Cela seul le poussait par les épaules, lui donnait du cœur aux jambes, l'envoyait dans la même journée aux extrémités opposées de Paris, à des adresses très vagues que des camarades lui donnaient, à Aubervilliers dans une grande fabrique de noir animal, où on le faisait revenir pour rien 3 jours de suite. Oh, les courses sous la pluie, sous le givre, les portes fermées, le patron qui est sorti ou qui a du monde, les paroles données et tout à coup reprises, les espoirs déçus, l'énervement des longues attentes, les humiliations réservées à tout homme qui demande de l'ouvrage, comme si c'était une honte d'en manquer, Monsieur Joyeuse connut toutes ces tristesses et aussi les bonnes volontés qui se lassent, se découragent devant la persistance du guignon. Et vous pensez si le dur martyre de l'homme qui cherche une place fut décuplé par les mirages de son imagination, par ces chimères qui se levaient pour lui du pavé de Paris pendant qu'il l'arpentait en tous sens. Il fut pendant tout un mois une de ces marionnettes lamentables, monologuant, gesticulant sur les trottoirs, à qui chaque heurte de la foule arrache une exclamation somnambulante. Je l'avais bien dit. Ou gardez-vous d'en douter, monsieur. On passe, on rirait presque, mais on est saisi de pitié devant l'inconscience de ces malheureux, possédés d'une idée fixe, aveugle, que le rêve conduit, tiré par une laisse invisible. Le terrible, c'est qu'après ces longues, cruelles journées d'inaction et de fatigue, quand Monsieur Joyeuse revenait chez lui, il fallait qu'il jouât la comédie de l'homme rentrant du travail, qu'il racontât les événements du jour, ce qu'il avait entendu dire, les cancans de bureau dont il entretenait de tout temps ses demoiselles. Dans les petits intérieurs, il y a toujours un nom qui revient plus souvent que les autres, qu'on invoque au jour d'orage, qui se mêle à tous les souhaits, à tous les espoirs, même au jeu des enfants pénétrés de son importance, un nom qui tient dans la maison le rôle d'une sous-providence, ou plutôt d'un dieu rare, familier et surnaturel. C'est la fin pour cet épisode. Je vous propose qu'on se retrouve prochainement pour la suite des aventures du nabab d'Alphonse Daudet d'un voyage au bout de la nuit sur D8. D'ici là, n'oubliez pas de nous écrire. Vous connaissez le principe sur les réseaux sociaux. En tapant juste #VBN, ça s'affiche là en bas de l'écran. Vous m'écrivez, vous me donnez vos avis, vos commentaires, vos impressions, vos questions aussi peut-être sur l'émission. Et on se retrouve très bientôt pour quelques ultimes épisodes du nabab d'Alphonse Daudet. À très bientôt sur D8.